C'est beau les moutons. L'oreille sur mousse. Est-ce que Freddy... Voilà, ben c'est... Oui, oui, c'est ça. Regardez, là, Arrête de filmer, je vais le voir. Non, que je m'entraîne pas, mon chat. Va voir à côté. Ou numéro, donne pas ça. beaucoup par rapport au vrai. Ah, celui-là, il... Bon. Pas besoin. Oh, moi qui veux rouler, mais enfin, non, allez, on te laissera quand même pas alors. Allez. Parce qu'il est verrouillé le machin quand tu sais. Ah ouais. C'est quoi l'autre? Pardon. Après, t'as... Ah ouais. Vous étiez où, derrière les barrières? Il y a un moment qu'on a vu. Ah ouais? Bien évidemment, avec des machines pourtant, François, qui ne sont pas destinées, quand on regarde le Sopwith Pub, quand on regarde le Stinson, quand on regarde le Stamp qui nous effectue ce tonneau maintenant, des domaines de vol différents, des structures, des conceptions qui restent. Et on le verra aussi sur certaines machines, que ce soit sur le Flynn 526 Acrobat que l'on va voir dans quelques instants avec Stephen Holland, ou bien encore avec des J3, des Beepers, toute la gamme. Moi j'ai tendance à dire, François, tu me diras ce que tu en penses, mais que finalement, Delta Oscar, autorisez l'atterrissage, le vent dans l'axe, vous contacterez le sol à l'issue 121 unités décimales. Bon, et alors ça c'est pile poil, mais alors pile poil la caractéristique du classique. Voilà, ce qui diminue l'importance, augmente l'importance, diminue l'importance, augmente l'importance, font varier le centre de gravité autour justement de ces roues, ce qui veut dire qu'en clair, on part non plus avec un avion, mais avec le Wallaby Club. En courte, le Pilatus, le duroporteur, là aussi une machine que l'on appelle STOL, Short Takeoff and Landing. Ça veut dire quoi exactement ça? Alors, Short Takeoff Landing, ou bien en français également ADAC, atterrissage. Il faut absolument, mesdames, messieurs, lancer les pompiers du ciel. Vous avez trop chaud, c'est Largage extraordinaire. Yann Dominian, c'est un modèle. Pompier du ciel, 215, dernier virage, bien reçu, atterrissage autorisé, le vent est calme, vous dégagerez par la bretelle alpha, rejoindrez le parking à l'issue, avec un retour, François, du ciel 215. Avec le train avant qui est resté rentré. Ah oui! Petit détail embêtant, mais je pense que le pilote est à la hauteur, Yann n'en est pas à son coup d'essai.
Dans le pire des cas, je crois que ça se soldera par les trappes des trains avant qui auront 2-3 soucis, mais ça devrait en rester là. Je profite également pour spécifier un petit détail, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé peut-être d'une possibilité de flûteur, je dis peut-être parce qu'après ça, le pilote nous a enchaîné des séries de virages, je veux dire d'interventions, comme si de rien n'était, donc je pense que connaissant parfaitement sa machine, il a dû estimer que le risque n'était pas existant. Et la preuve à la pluie, il a continué son vol comme si de rien n'était, voilà. Alors très spécial, très spécial. Ça va toujours rentrer. On cabre. Magnifique, magnifique. Alors il faut savoir, François, madame le pour les spécialistes, c'est le Jet 4 120 en réacteur. Plus de 12 kg de poussée, 13 kg et demi c'est la masse. Je vous laisse faire le rapport. Et vous remarquez au passage que content d'assurer des évolutions de type jet. Hop là, regardez les shaft flares, comme on dit en anglais. Les leurres, Absolument, les leurres thermiques destinées dans la réalité à dévier le missile, la poursuite infrarouge. Ah, c'est du mentard, c'est une mise en scène. Il nous fait du morse là, regarde ça, il nous fait du morse, on l'a dit, il est fou lui. Non, c'est plutôt coucou à sa screw. Ouais, c'est ça. Il est en train de nous secouer la carpette au-dessus du feu pour signaler qu'il va rentrer. Secouer la carpette, Oui, c'est ça. une expression belge, mon cher François. Ouais, disons qu'elle sort là à l'instant. Il faudrait que Jacques Cobut m'explique le lexique belge. Plus sérieusement ici, il faut remarquer également qu'en plus d'assurer le pilotage des figures, le largage de l'heure, l'ami pilote ici nous gère également le fumigène. Et que je te l'allume, et que je te le coupe, et en avant. Oh là là. Il a 45 dos aux deux mains, je pense, pour tout toucher sur l'émetteur. Ça devient ésotérique comme discours. Totalement, oui, je crois que je l'avais couché, oui. Ouais, non, surtout pas. C'est quand même conséquent, ça va être plein comme un neuf ce fuselage. Hein. Mais ça va nous permettre aussi de parler de la maquette au cours de ce week-end et vous dire exactement ce qu'est la maquette. Fox 22 last year in final. Roger, short final, clear to land, report on apron for information number 1. Roger. Ah oui, joli, il a bien fait. Ah, il refera sortir le... Ah oui. Alors mesdames et messieurs, alors François, on va demander une ovation quand même parce que là, notre ami Julien Lozego a fait une présentation mais sublime. C'est-à-dire que là, en plus, c'est le Bourget qui est en cours, ce qui veut dire que là, on était... On est extraordinaire qui permet comme ça de faire revivre des morceaux d'histoire peu ou pas connus, ou voire injustement relégués aux oubliettes. Eh bien, je pense que c'est tout à fait le cas de cet avion 143 à qui il est ici rendu le plus bel hommage qui soit à notre ami pilote. C'est vrai que magnifique présentation en glissade et je pense que nos amis italiens sont de fins pilotes. Regardez, c'est vraiment dans l'esprit des Barnstormers. Quand on parlait des Barnstormers, j'en parlais un petit peu tout à l'heure concernant la voltige. Les Barnstormers étaient ces pilotes et dont l'avion le plus connu était le Curtiss Jenny outre-Atlantique. Eh bien, le BE-2E, c'est un petit peu s'inscrit dans la même logique. Et le BE-2E, voilà, c'est un avion qui a quelque chose de magique, qui est très peu reproduit en modèle réduit, et c'est bien dommage, parce que c'est un avion qui a tout pour bien voler, et la preuve en est devant vous actuellement dans le ciel de Cernay-la Ferté-Alais. Regardez maintenant en présentation à l'atterrissage, je pense que ça sera un grand moment. On arrive, on garde un tout petit filet de gaz pour assurer l'arrondi, et ça passe tout doucement, on joue un petit peu avec le vent. C'est juste pour jouer avec le vent, c'est vrai que le vent légèrement de travers gêne un petit peu, puisque le rideau d'arbre qui est devant nous a un petit peu tendance à perturber le système. Que rajouter à ce que vient de dire le cerveau encyclopédique. Mais c'est vrai que c'est super. Regardez comment le pilote la met du manche au vent, manche à droite. Donc, un peu de pied à contre, à peine pour cet arrondi en épaule et on repart parce qu'effectivement, alors. Donc on repart, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Oh là là, remets des gaz mon garçon, allez, non, ça continue, il y a peut-être une continuation qui est voulue. Alors il joue avec nos nerfs.
nerfs. Et ça marche bien. Il joue avec nos nerfs, cet Italien. Le Team Italia qui joue avec nos nerfs. Mon pacemaker vient de sauter pour la 20e fois depuis ce matin. On demande si je puis aider pour Pierre. Merci. Et... Quoi de docteur, what's up, doc? Oh là là. Oui. Alors attention, intégration monte arrière, nous sommes à Roissy-Charles de Gaulle, mesdames et messieurs, bien évidemment, sur ce qui à l'époque n'était pas un aérodrome, mais pas davantage un aéroport, mais un véritable, mon cher François, champ d'aviation. Exact, c'était le terme exact de l'époque, champ d'aviation, tout simplement parce que regardez l'étroitesse du train d'atterrissage de ces machines. Eh bien, on joli, joli. Ah tiens, mon sublime. Eh bien, vous avez l'illustration typique de ce qu'on disait il y a un instant, les champs d'aviation. Écoutez, écoutez, on coupe la musique, écoutez bien. On revient ensuite sur les détails. Décollage. Alors là, rien que ça applaudisse. Rien que le décollage, moi j'applaudis. Ouais. Écoutez. Alors Pierre, est-ce que ce n'est pas une absolue première ici à la Ferté-Allier, un turbopropulseur? C'est. Et d'ailleurs, le MRA, le modèle réduit d'avion, a publié dans le mois dernier, ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus, c'est le mois dernier. Voilà, celui que l'on retrouve actuellement sur le stand, eh bien, a publié un article extrêmement complet sur ce truc. Écoutez, par la gauche. C'est silencieux. Voilà. Absolument caractéristique des turbopropulseurs, tant réel que modèle réduit, puisque ici c'est le premier, c'est ce bruit inimitable. De véritables paris. Il faut savoir que l'ensemble des modélistes qui sont présents ici sont, pour certaines machines, tellement impliqués dans l'aviation à terme que c'est vrai qu'on a des contrôles qui sont réalisés justement sur les machines. Et vous entendez parler de temps en temps de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3, tout ceci dépendant bien évidemment de la masse de la machine, mais aussi de la motorisation, et tout ceci bien évidemment fait entrer chaque appareil dans des régimes soit déclaratifs, soit de certification en vol, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure au briefing, si vous étiez les nôtres, avec Philippe Bataillé notamment, avec notamment tous ces contrôles qui sont réalisés et toutes ces vérifications en aptitude de vol. Le meuble mis en courte par la gauche des installations, évidemment c'est fait pour voler à peu près, c'est fait pour se poser comme ça. C'est Raymond que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames et messieurs, parce que là aussi à chaque fois, c'est un pari toujours renouvelé. C'est étonnant, on pourrait quasiment s'installer à bord, parce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure Didier, François, c'est quasiment l'échelle 1. Oui, c'était étonnant, c'est presque une caricature, on croirait, on en ferait un personnage de dessin animé qu'on n'y croirait pas, et pourtant ça existait réellement, et ça vole, preuve sous vos yeux, quasiment à l'échelle 1. Et comme tu disais Pierre, cet avion... Du comment justement de ces shows qui étaient réalisés, parce que, eh bien, il y avait de la demande, il y avait deux types de population. Il y avait d'une part les as post-Première Guerre mondiale, les as de l'aviation après la Première Guerre mondiale, et puis progressivement, de fin des années 20, 30, 40, eh bien, il y a des businessmen. Les businessmen qui se disent, tiens, il y a des pilotes qui ne savent plus quoi faire, qui ne savaient, et c'est ce qu'ils disaient, moi je ne sais que voler, je ne sais rien faire d'autre. Il faut dire qu'ils avaient embrayé et embrassé ces carrières aéronautiques dans la chasse, ils avaient quoi, allez, ils étaient tout juste post-pubères ou à peine. Ce qui veut dire en clair qu'ils se retrouvaient plongeant dans l'alcool, plongeant dans le désœuvrement. Des hommes d'affaires ont eu l'idée de créer des cirques itinérants. Itinérants c'est facile, c'est avec des avions. À partir de là, on se retrouvait des champs d'aviation improvisés en quelque sorte. Dans ces champs, se trouvaient parfois des fermes, des granges, des hangars, que sais-je. L'idée était de faire des baptêmes de l'air comme nous, on prend un verre d'eau, aussi facilement que cela. Aujourd'hui, les choses ont changé. On se posait dans un champ, il y avait le public qui arrivait, tu veux faire un vol, t'as jamais volé, toi, je suis sûr. Eh bien, allez hop, juste avant, avec un moteur complètement en étoile. Oh, c'est beau. Oh, regardez si c'est beau. Ah, j'adore. On épaule, on rétablit, hop, on remet un petit coup de gaz, on maintient cabré, surtout pas rendre la main à partir de maintenant. Voilà. Super. Magnifique. Extraordinaire.
Didier, quelque part. Mais avec ce Super Stearman, avec ces Super Stearman, puisque les originaux volent avec 2 ou 3 avions. Et puis en piste, eh bien, un Spitfire, Sa Majesté le Spitfire, qui est véritablement l'emblème. Mais alors, quand je dis l'emblème, c'est carrément la ligne, l'avion, comme on pourrait le dire, de sa très gracieuse Majesté. Et c'est vrai que le Spitfire, eh bien, c'est tout un mythe qui s'envole. Ici, il est dans une version un petit peu particulière, puisqu'on a pu voir que sa verrière eh bien, était double. C'est une version biplace du Spitfire. Alors regardez, ce Spit, eh bien, il est non seulement immense, mais aussi il est particulièrement silencieux, et il est piloté, bien évidemment, par un pilote anglais. Oui Didier, alors le Spit, je veux me permettre un petit mot parce que je dois vous avouer, je suis totalement amoureux, à mon avis, depuis que je suis né du Spitfire. C'est le plus bel avion du monde et puis c'est tout. Je suis désolé, pour moi c'est le Spit, Pierre. Mais donc le Spitfire, il faut savoir également que le Spitfire, eh bien, il faut savoir que les Anglais parlent de leurs bateaux et de leurs avions avec le terme she, donc c'est-à-dire au féminin. Et effectivement, il était bien évidemment avec son prédécesseur, le Hurricane, l'une des vedettes du film, au-delà des acteurs. Par contre, eh bien, on se souvient aussi, et plus récemment, du Mustang que l'on verra sans doute dans le week-end. Le Mustang qui a été lui mis en scène dans l'Empire du Soleil. Et il faut savoir que ce Mustang avait été pendant longtemps ici sur ce terrain de Cerny-la-Ferté-Alais. C'était un avion, l'Empire du Soleil, qui a volé en France, malgré que le tournage se soit fait bien au-delà de nos frontières. Oui Didier, il faut savoir également qu'on parlait de l'autorité de tel ou tel avion sans rentrer dans des sur le front Pacifique et non pas également en Europe, à l'instar du Spit ou du P-51 Mustang. C'est dire également de quelle notoriété il s'est affumé là-bas contre les Japonais. Cette machine extraordinaire qui doit son aile tout à fait particulière en forme de W, c'était en ingénieur de chez Chancebolt, ont résolu le problème en implantant le train d'atterrissage de cette machine dans des ailes, comment vais-je dire, fracturées en quelque sorte de façon à ont largement contribué à l'évolution des chasseurs. C'est vrai que nous étions encore à l'époque des hélices. Et on a là l'éclatante démonstration que ces avions sont de véritables légendes volantes. Le Corsair et le Spitfire, ce sont des moments d'anthologie que nous vivons ici. Et toujours le Spit également en vol, cette machine fabuleuse conçue par Sir Reginald Mitchell, un ingénieur fabuleux qui avait également conçu le fabuleux Supermarine 224, un avion conçu, dérivé. Les plans définitifs ont été faits comme ça, mais les premières esquisses du Spitfire ont été faites directement sur le sol du hangar, un petit peu à la mode du Sopwith tabloïd qui, une quarantaine d'années plus tôt, avait été dessiné exactement de la même manière. Ça a été véritablement la révolution en matière de combat. Et quand Hermann Göring demandait à ses pilotes allemands que faut-il faire pour gagner la guerre, les pilotes allemands répondaient à l'unanimité faites-nous des Spitfire et nous gagnerons la guerre. C'est peut-être le plus bel hommage que l'on puisse rendre à un avion, c'est quand l'ennemi lui-même reconnaît ses qualités supérieures à son propre matériel. Et quand Winston Churchill disait à la suite eh bien, que le Spitfire avait été l'élément qui avait permis de gagner la guerre, je crois qu'il ne se trompait pas. Formidable. Accrochage sur le sol, rien d'autre, ni plus ni moins. Regardez, on recommence. Une remise de gaz, eh bien, c'est un excellent choix. Ce n'est pas que ce soit une erreur, loin de là, au contraire. Un pilote qui remet les gaz est un pilote qui a conscience de la technique d'atterrissage. Et point, et on soutient, maintien, cabré, voilà. Le volume général est un petit peu inférieur, mais on n'est vraiment pas loin de l'échelle originale de ce modèle. La mise en puissance du moteur, Frédéric Rémy qui est au pilotage, c'est à ce jour un des plus gros modèles réduits en état de vol en France. C'est le team Aéro Qatar qui nous le présente et c'est vrai que
Frédéric Rémy, vous allez le voir dans quelques Dans quel sens qu'on va Le 366 Atalante avec ce tonneau, eh bien on le disait, l'époque des records, l'époque des vitesses, l'époque aussi des défis, que ce soit la Coupe Dodge de la Meurthe, que ce soit des défis en circuit fermé. Sachez que tout de même, cette machine, enfin l'original bien sûr, allez on rajoute, comme le disait Franck Fermé. Il faut se mettre bien sûr dans le contexte de l'époque. Regardez ça. Écoutez ce bruit. À propos de bruit, d'ailleurs, parenthèse vite refermée, Pierre, il faut savoir une chose qui m'étonne pas mal, c'est que je trouve cet avion particulièrement silencieux pour un modèle réduit. Tu auras compris que je mets réduit entre guillemets, bien sûr, mais par rapport à d'autres modèles, parfois, je trouve que les nuisances sonores sont très limitées, alors qu'il faut... Je sens la barre. Effectivement en descente. Les notions de nuance, on pourra en reparler effectivement, mais au-delà de ça... Ah oui. Oh oui. Frédéric, je t'aime. C'est beau. On parlait du record justement circuit fermé à Istres en 34 à 358 km/h. On peut parler aussi de cette fameuse Coupe Dodge de la Meurthe, dont on reparlera bien évidemment avec très précisément le jeune Massotte à l'époque qui avait remporté justement cette course avec une moyenne de plus de 361 km/h. Vous imaginez? Ce qui veut dire qu'on est vraiment à l'époque où, j'allais dire, tout est permis. Ah oui, grandiose, grandiose. Près de la radiofréquence, merci. Et alors Pierre ici, voilà, le petit salut classique, merci de l'avoir regardé, merci. Et bien Pierre, un petit mot en vitesse très rapidement pour compléter quelque chose que Didier disait tout à l'heure à propos de, je ne sais plus, ça y est, c'est un mémoire courte. Oui, les catégories 3 bien sûr, celui-ci en est un. Alors Didier disait que... Des 25 kg, pardon, les 50 cm3, voilà, retenez juste ces deux barrières. En dernier virage, le 366 Atalante avec Frédéric Rémy, constructeur Louis Millet. Regardez les volets. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, oui! bien fait. Ah, que j'adore! Bien fait. Ah, que j'adore. Louis Millet. Alors, jamais rendre la main, toujours la profondeur, cabré. Dans la 4e dimension, c'est parti avec Roger. Merci mon petit Christian. Eh bien, mon petit Christian, c'est un bonheur, n'est-ce pas, cette petite fierté où nous allons prendre le soleil, des couleurs. Attention, atterrissage sur des jeux du T6. T6, merveilleuse machine d'entrée. De Gilbert, va-t-il vouloir y aller? A-t-il le bon caractère entre midi et deux? Il a vu un petit peu rouge. Attention, c'est parti mon kiki. Et oui, on s'envoie en l'air. C'est parti. Pardon, le Dornier 335, eh bien je crois qu'il lui a mis quelques impacts dans la dérive, il doit y avoir des trous derrière. Pendant ce temps-là, vous avez un P51, vous avez aussi le P38 Lighting sur l'aile en passage anglaise. Et oui, super. Alors une machine, le P38, que l'on regarde bien sûr, on pense à Saint-Exupéry, on pense à cet appareil destiné effectivement à la chasse, au rendement de nuit, de jour, mais aussi, on a vu tout à l'heure sous vous le Super Constellation. Lockheed a conçu le P38, destiné à P38, mais aussi le Super Constellation, souvenez-vous au graphique, non? Eh bien, a été justement... Mon cher Pierre, je vous appelle toujours à l'origine du Super Constellation. Mon cher Pierre, je suis toujours dans le Dornier, et il y a un corsaire qui m'en veut vraiment derrière. J'ai deux impacts, le pilote, il y a le feu à bord, et le sais que je vais m'éjecter. Leader, mêlée, éjection, bien reçu, on envoie les secours. Ah oui, le passage pilotiste avec le P38 encore dans l'aile du Dornier. Eh bien, je pense que je vais demander à mon pilote de me ramener sur des modèles d'exception que les pilotes n'hésitent pas à présenter à plusieurs dans un spectacle. Chapeau. Et comme le disait si justement Frédéric de la Arten Pilskopstein, un grand aérodynamicien et bien austro-hongrois des années 30,
Une aile elliptique est différente d'une aile rectangulaire et ce n'est pas parce que la rectangularité d'une aile elliptique est inexistante qu'elle pourrait ne pas voler mieux qu'une aile qui serait cylindrique. Un grand homme, mon cher capitaine. Oui, c'est vraiment un apport surhumain à la réflexion collective qui permet effectivement de faire phosphorer ce petit peuple qui, dans l'arène, admire la magie des ingénieurs. Tu l'as dit, Bouffi. Le P38 en difficulté. Ah, mince, petit problème probablement. Un petit calage moteur. Dommage, puisqu'il volait rendre des machines de cette qualité avec ce réalisme. C'est quand même l'un des plus grands maquettistes français. Hein, et je crois que franchement, c'est son entêtement et puis sa réussite surtout de nous faire rêver avec ces superbes maquettes. Eh bien, ça mérite d'être souligné. Pendant ce temps-là, eh bien, décolle une machine mythique. On change de registre. On part en Louisiane. Oh, doucement, Pascal, doucement. Voilà. On part en Louisiane maintenant avec Pascal Madieu. Pascal Madieu, c'est un garçon réellement vraiment gentil, c'est un vrai gentil. Le Williams, on est pile poil bien dans les années 30. Il y a deux constructeurs, grandeurs, Jimmy Weddell et Harry Williams, qui créent une compagnie aérienne. On est en 1928, à la louche, 28-30. C'est deux W, parce que Weddell, Williams, voilà, vous avez le nom de la machine maintenant, eh bien, sont progressivement connus, reconnus, et c'est vrai qu'ils ont la chance aussi, mon doux capitaine, d'évoluer pendant l'âge d'or de l'aviation, précisément dans les années 30. C'est une machine qui, progressivement, eh bien, va donner lieu à la création de cette époque. Alors, ce qui est important, c'est qu'on parle toujours de musée. Quand on parle de musée, on pense à une zone un peu poussiéreuse, un peu pas très drôle. C'est un peu comme le musée de l'air et de l'espace du Bourget, au Bourget naturellement. Eh bien, ce musée, ce Williams Naval Aviation Museum, eh bien, comprend encore une réplique du Weddell 44 Racer, eh bien, en état de vol. Allez, les années folles, je mets mon serre-tête, je prends, comment dirais-je, mon pub cigarette. Allez, on se fait une petite danse pour le capitaine. Oui, une petite danse autour des pylônes avec ces engins qui ont quand même une caractéristique incroyable. On camouflait le pilote carrément dans le tonneau, histoire que bien sûr rien ne dépasse autour du moteur. C'est les caractéristiques que ces avions ont recherchées. Et sur une maquette, bien sûr, les maquettistes expérimentés se permettent quelques libertés avec les charges d'air, bien sûr, qui sont plus légères. Le train d'atterrissage peut être avancé un petit peu de manière à ce que eh bien, le vol soit magique, sans dénaturer l'âme de la maquette. Et bien, le but, c'est de faire une machine qui soit réaliste. Et là, ce passage à très basse vitesse devant le public est superbe. Quel engin! C'est immense. Et pour ceux qui étaient au salon du modélisme, eh bien, c'était 7 avions que vous avez pu entendre dans le vacarme qu'ils faisaient autour des filets. C'était vraiment impressionnant. Et vous... Et attention, ça frôle, ça ne pisse les pompes. Planquez-vous, ça va décoiffer l'engin quand même. Oui, un petit peu casse, quelle maîtrise ce Pascal. Et avec des machines qui étaient faites pour voler, mais pas pour rouler, ni pour décoller, ni pour atterrir. Pascal Madieu, grande maîtrise avec des conditions de... Maintenant, avec le Weddell Williams, nous allons retrouver maintenant, eh bien, une équipe redoutable, et je crois reconnaître l'un des pilotes qui n'est autre que Henry Wild avec ses deux Cosmic Wind. Mon doux capitaine, la course au pylône, alors là, c'est de la folie pure. Et oui, le but, eh bien, c'est d'aller le plus vite possible en circuit fermé. La solution, eh bien, c'est de mettre deux pylônes, de faire des engins ultra rapides comme ces Cosmic Wind qui se préparent pour le décollage. Et bien sûr, on monte un peu, on court vers le premier pylône à fond, c'est-à-dire que la machine hurle et hop, et c'est parti pour ces deux Cosmiques. Le tour à gauche.
finalement a été dissoute en 1933, donc en très peu de temps, après avoir produit finalement un total de 22 avions, pas plus. Comme quoi, avec très peu de machines dans beaucoup de versions différentes, les Great Brothers, les frères GB, on peut les appeler comme ça, ont littéralement écrit les plus belles pages de l'histoire de l'aviation américaine, notamment dans des courses comme le Thompson Trophy Race et la Bendix Trophy. Oui, tout à fait. Et si GB s'est arrêté, c'est pas par manque de budget, etc. C'est tout simplement que le dernier appareil qu'ils avaient créé, qui était le R1, puis le R2, puis comme les deux se sont cassés, ils en ont fait un mélange des deux qui s'appelait le R1 et R2. Eh bien, le collision en vol. Mais je pense que ce n'est pas méchant, tout simplement parce que il a tué trop de pilotes. Oui, c'est l'hélice en fait qui s'est cassé en vol. Mais ça a l'air au commande, donc il n'y a pas de problème, je pense. Oh, joli, magnifique. Atterrissage arrière moteur calé. Alain, désolé, je n'ai pas eu le temps de déconner avec toi, mais je pense que tu as eu ta dose d'adrénaline pour ce vol. Oh là là. Ah, puis c'est parti remise. Hein. Et pendant qu'on est en train de faire de l'arrosage, du Canadair, d'éteindre les incendies, on va vous parler avec le médecin Paul Rastadjak, un jettiste incroyable et aussi médecin ici sur le site. On va vous parler bien du soleil intense qui règne aujourd'hui sur la piste. L'attente de protection civile, nous risquons de voir des cas d'insolation. Ça serait dommage de gâcher une si belle rencontre, une si beau week-end par une mauvaise migraine et quelques mauvais souvenirs. Donc n'hésitez pas, buvez beaucoup d'eau, couvrez-vous, protégez surtout les enfants. On se présente à l'atterrissage. On est au seuil de piste, un taux de descente assez important. C'est parti. Et oui, je suis en courte finale à La Ferté-Alais devant vous, mesdames, messieurs. Un peu de vitesse, je garde un peu de vitesse. Et oui, contact. Superbe, monsieur Pelletier. Magnifique. Attention au braquon avec ce superbe jet, ce superbe liner. Eh bien, le liner qui vous est présenté, c'est un engin extraordinaire, le Ebo 101 Airline, 3,80 m d'envergure, 20 kg. Je pense qu'il va y avoir du spectacle. Attention, point fixe, c'est parti. Et le MD-11, 3 réacteurs s'il vous plaît, est parti. Ça snack un peu, il y a du vent, il faut le savoir. Le plateau de La Ferté-Alais, bien sûr, devrait être des turbulences par ce temps-là. Le train est rentré. Et Andreas, eh bien, est en train de nous gratifier d'un superbe vol. Il est magique ce MD-11, hein. Ah, ça c'est un des grands classiques de l'aviation de ligne, magnifique. Et oui, un peu de poésie maintenant. Alors le prochain passage. Et oui, attention, on est au seuil de piste Charles de Gaulle, train sorti, la tour, une bonne vitesse, un bon contrôle. Et oui, Andreas est champion du monde, il vous prouve sur cet avion. Grosso modo, c'est cela. C'est-à-dire qu'on ferme tout ce qu'on peut fermer, donc les portes, les yeux, les fesses, tout ce bazar, puis on y va, quoi. En gros, c'est ça. Il faut des grosses roues, n'est-ce pas? Roues, oui, c'est bien cela. Ça se voit d'ailleurs. Roulettes, attention pour les roulettes. Oui, oui, l'atterrissage à petit. Ils lui ont réglé son compte, vite fait, bien fait. Sur mes yeux. Et impeccable atterrissage, magnifique. Merci à nos amis. Et je vous laisse entendre le bruit extraordinaire de ce moteur. On a souvent cité les jets, mais les moteurs à explosion peuvent être extrêmement réalistes. Et cet avion, lorsqu'il va passer dans son deuxième passage, on va couper entièrement musique et son. Je vais vous laisser le ravissement de l'oreille. Écoutez.
les phares, les fumigènes, le bruit pétillé, on s'y croirait. Pendant que ce spectacle se déroule sous vos yeux, je demande à tous les pilotes qui sont sur le parking devant le public d'avoir la gentillesse de s'accroupir, de s'asseoir, pour que notre public venu nombreux puisse enfin voir ce spectacle merveilleux que nous avons tant de mal à leur offrir. Merci à vous. Proposé par Pascal Marquetti. Il est motorisé par un Limpact V-Dubril à 280 cm3. Attention, oui, on va couper juste vite. Là, c'est bon. Voilà. Et oui, en souplesse, ça vous pouvez l'applaudir parce que on passe au vent arrière quand on a pris la bonne altitude. Et là, la machine a pris sa vitesse de croisière. Et c'est un très très gros modèle. Hein, je vous répète un petit peu les caractéristiques. 280 pour le Limpact réducté, 88 kg, une machine énorme qui vous est présentée ici par Pascal Marquetti. Elle fait 4,40 m, c'est quasiment presque le réel. C'est une machine qui est entière seulement. Oui, quand on pense que le vrai faisait 300 kg par là, c'était presque un ULM à l'époque, et pourtant c'était un chasseur de pointe avec ses deux mitrailleuses synchronisées avec l'hélice. Hop là, et oui, les petits trous dont on pourrait tantôt, pas si simple. Des tâtonnements, des voitures un petit peu bizarroïdes avec des grandes ailes, c'était l'époque des élégantes, des femmes aux robes longues qui nous montraient une petite cheville et qui nous donnaient des merveilleux fous volants. Et c'est beau, extraordinaire. Nous sommes à l'approche avec ce Fokker. Une machine extraordinaire, incroyable, étonnante. Il faut vraiment chercher dans les archives pour sortir une idée pareille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à l'approche de l'atterrissage. Mon cher François, je vous laisse apporter. Avec deux axes, imaginez la difficulté. Et on remet juste ce qu'il faut de gaz et c'est magnifique, extraordinaire. Je ne suis pas certain que le vrai 4/5e, donc il est à peine 60 cm plus petit que l'original. Donc on peut s'imaginer, puisque bien sûr les originaux de ces avions Caudron n'existent plus, on ose imaginer que c'était à l'époque de tout petits avions. Et bien sûr il fallait avoir le procureur pour monter dans la machine peu puissante finalement, il faut le dire, parce que les originaux avaient grosso modo 200 à 300 chevaux, et alors que les Américains, par la même époque, utilisaient des avions tels le JB ou le modèle Williams, qui disposaient eux de pratiquement 450 chevaux. Les Français, et notamment Marcel Ricard, avaient fait le pari d'utiliser un moteur Renault qui était connu par ailleurs pour équiper d'autres avions sur ces raceurs. Et globalement, pour avoir le grand œuf. Au fil des années, là on est de plus en plus en présence d'un Frédéric, mais en top super forme, qui maîtrise de mieux en mieux, qui connaît, qui apprend à mieux connaître. C'est un peu comme un couple. Exactement. Là, le temps passant, Frédéric découvre toutes les ficelles du Caudron de lui. Et il est vrai que faire voler un avion quelquefois, quand on sait piloter, n'est pas véritablement un problème. Par contre, arriver à une telle osmose, je le répète, avec un modèle, eh bien c'est... Pourrions-nous envisager d'avoir des chefs de piste avec des drapeaux verts, drapeaux rouges, pour autoriser ou ne pas autoriser l'atterrissage? Alors là, c'est carrément de... Oui, je suis d'accord, Entrée courte, alors on y, on présente... Regardez, c'est superbe, c'est du grand avec un super, c'est magnifique. Alors franchement, là, on voit le bon sang de bois. Il est belge, il nous vient tout droit de là-haut où le pays est aussi plat que de Courelette que de Limonde sortant d'un vin de friture. Il faut savoir que le Messerschmitt 109, eh bien là, est une réalisation exceptionnelle par un... C'est vraiment une précision incroyable.
incroyable par rapport à la taille des machines. Oui, impeccable, je crois que vraiment, là on peut les applaudir. Du premier para qui vient de se poser, donc, petite interview très rapide. Comment fut le vol? Même à présent. Alors on va peut-être dire 3 mots sur les GB. Alors rien à voir avec les Shadocks, mon cher François. Ah non, mais non, bien sûr, on va donc rappeler très brièvement parce qu'on le sait déjà. GB comme prononciation phonétique des initiales GB comme Granville Brothers, les frères Granville, qui sont à l'origine de cette lignée mythique de machines de course, somme toute éphémère puisque la société a été mise en 1933, après avoir, je le rappelle, produit seulement 22 avions, mais eux combien? Oh, quels avions, puisqu'ils ont ramassé. Poté, mais sauvagement d'une part, d'agir également sur le roulis, c'est-à-dire au manche en vérité. Et il y a eu des essais justement de pas variables sur des modèles de GB, sur les R2, pas variables qui ont été essayés mais qui n'ont pas du tout été pérennes dans la mesure où on se retrouvait avec la puissance telle à retransmettre que le système de pas variable, eh bien, pétait carrément les plombs, pour parler très vulgairement. Ah oui, c'était des machines vraiment extraordinaires. Comme tu l'as très justement dit, Pierre, on mettait un moteur le plus gros, le plus puissant possible. On mettait un pilote derrière parce que ma foi, il fallait quand même bien en mettre un. Et puis le reste, on mettait le minimum autour pour que l'ensemble puisse voler. Et alors évidemment, comme si ça ne suffisait pas quant aux complexités de pilotage de la petite taille de l'engin, eh bien il faut bien dire également qu'une des autres spécificités du GB, c'était son train principal qui était placé, ma foi, un peu limite. Hein. Alors le décollage déjà c'était une chose, mais et bien des pilotes, même modèle réduit, peuvent en témoigner aujourd'hui. Les atterrissages étaient presque toujours à coup de poche également. C'était une période où on n'avait pas peur finalement. On découvrait, on se jetait à l'eau sans trop savoir de quoi il retournait. Et pour mémoire, rappelez-vous le Bumblebee que nous avons vu tout à l'heure, cet avion étonnant de 2 mètres d'envergure, là je parle du vrai, cet avion de 2 mètres qui était destiné à battre le record du plus petit avion au monde. Et bien là c'est symptomatique, voilà, atterrissage magnifique du GBR. Sans passer sur le nez, sans pilote, voilà, et tant que c'est pas arrêté, c'est pas gagné, tant que c'est pas arrêté, c'est pas gagné. Eh bien voilà, c'est ce que disait de nos jours à Bumblebee, qui est une machine top. Un Lockheed 630 Hercule, un Super Constellation, un Jura. Puis également utilisé à des fins militaires pour des réquisitions également de pilotes de la TW1 qui effectuaient les vols transcontinentaux. Toute une histoire, François. Et oui, avec tu parlais d'avions militaires, les Warning Star, le premier radar aéroporté quasiment de l'histoire de l'aviation militaire. Et oui. Ce genre de radeau qui à l'époque n'en avait pas encore, mais d'énormes carénages verticaux. Extraordinaire. Et il faut savoir également qu'on peut dire, en quelque sorte, Pierre, je pense que le Super Constellation a été une manière extrêmement élégante de conclure l'ère des avions de ligne à hélice, puisque très peu de temps après débarquaient les premiers avions en réaction avec les Havilland Comet, mais ceci est une autre histoire, bien sûr. Oui. Avec Hans Potty et bien évidemment ce Pitts sur la droite là-bas, avec également en finale, oh là là, on entend un bruit bizarre par là-bas, mon doux Didier. Il semblerait qu'il y ait un énorme R2800 qui tourne. Alors quand je dis un énorme... Augustine, bien évidemment, puisqu'il utilise un terrain. C'est parti. Je salue qu'il produit également
avec Marcel Dassault, eh bien, des drones militaires. Donc il a vraiment un domaine d'expertise et de compétences techniques absolument remarquable. Et il nous présente ici, je pense que c'est une première, le dernier de ces modèles réduits, donc le Fuga Magister. En effet, il avait décidé de réaliser cette maquette il y a déjà très longtemps. Le prototype, il l'a essayé il y a quelques temps et malheureusement, suite à une panne radio, eh bien, il l'a cassé. Ce qui fait qu'il a dû reconstruire en toute hâte un deuxième, j'allais dire, prototype. Bien évidemment, ces avions sont moulés en fibre de verre, donc ça va un petit peu plus vite que quand on construit complètement en bois, mais c'est quand même énormément de travail. Vous avez dû observer la finition absolument remarquable. C'est un avion qui est décoré dans une livrée qui a arboré la patrouille de France, qui a utilisé le Fuga Magister il y a, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'années peut-être, dans cette livrée argent avec les flèches bleu, blanc, rouge. Et oui, une machine mythique qui a plus d'un titre, qui non seulement a équipé la patrouille de France et d'autres forces aériennes, dont la belge, bien sûr, et j'en profite, mais également une machine qui a connu le feu, notamment en Israël. Les pilotes là-bas israéliens ont su tirer parti de sa faible capacité d'emport de charge, mais qui malgré tout était capable de faire bien des dégâts au sol avec des mitrailleuses .50, je pense, dans le nez, et quelques bombes légères sous voilure. Il faut savoir que cette machine est en quelque sorte les survivants de la patrouille des Red Devils, ces Diables Rouges belges, rien à voir avec l'équipe de foot, même si le nom est le même, mais parfois le succès aussi. Mais là, c'était la patrouille acrobatique belge d'il y a bien des années, à l'époque où les moyens financiers permettaient de faire évoluer ce genre de choses. Eh bien, les Fuga Magister en Belgique, bien sûr, ne sont plus, tout comme ici en France, des machines à la pointe de l'actualité, mais elles volent toujours. Il faut lui dire que c'est des machines qui servent pour faire ce qu'on appelle les réduits comme de 3 mètres, s'il vous plaît. Mais l'attente n'a été que meilleure et le résultat est à la hauteur. Et je crois que l'ami Eric Rantais a déjà des précommandes pour un gros paquet de modèles, Claude. Ah oui, ça m'étonnerait pas du tout que cet avion est un succès absolument fantastique. La présentation d'Eric, on a l'habitude de voir Eric faire des présentations extraordinaires. Et bien là, c'est vraiment fabuleux. C'est vrai que dans les conditions météo aujourd'hui, c'est vraiment idéal. Mais regardez, je pense qu'on ne peut pas faire mieux avec une présentation de modèle réduit. Vos applaudissements magnifique, pour formidable. Ah oui, là, le Fuga. il en a vendu aujourd'hui. Et je rends la piste à Jean Salis. Regarde, tu vois, la fumée de cigare qui sort, on entend la musique. Regarde bien la derrière. Regarde son poudre, regarde le poudre. Bon, ouais, il arrive. Je suis sûr qu'on peut le faire en radio. Ah ouais, j'ai pas là. Ah non, les verts, ça va. Non, ça roule. C'est qui avait raison. Le coup de dehors. Le moteur prône, là.